La dernière fois, on avait un piano dans le ventre et des balles dans l'air. On sortait d'une nuit à la David Goodis, une musique qui trébuche, un homme qui se demande comment il a pu rater sa vie avec autant d'applications. Ce soir, on change d'instrument. On passe du clavier au projecteur, et croyez-moi, la lumière blanche qui découpe la fumée n'éclaire pas mieux les âmes. Le dossier s'intitule « Un meurtre et rien d'autre ». En version originale, Nothing More Than Murder, Jim Thompson, 1949. Du Thompson pur jus, pas de grandes métaphores qui vous caressent dans le sens du poil, pas de morale qui vous borde avant de dormir. Ici, la morale se sert un verre, renverse la bouteille, puis accuse le tapis. Et tout ça avec un sourire. Édition française, Rivage Noir, direction François Guérif, traduction Johan Leray. Le livre s'affiche comme un polar bien net, mais c'est une petite bombe à retardement sur l'Amérique, ses mythes et son commerce de la respectabilité. Le héros, enfin héros, disons conducteur du carambolage, s'appelle Joe Wilmot, propriétaire du cinéma Barclay à Stoneville, un homme adopté par la ville, mais jamais vraiment accepté parce qu'il n'est pas né du bon côté de la barrière. Il a l'odeur de l'orphelinat et du centre de redressement même quand il met une cravate propre. Et la ville, elle a la mémoire longue, elle pardonne tout, sauf l'origine sociale. Joe a épousé Elizabeth Barclay, veuve, héritière d'un nom qui fait ouvrir les portes. Sans frapper, lui y a gagné le cinéma. Elle y a gagné un homme qu'elle possède autant qu'elle l'aime ou qu'elle croit aimer. Dans ce décor, le cinéma n'est pas seulement un lieu, c'est une métaphore en dur. Une salle obscure où l'on vend des rêves au ticket, où l'on achète du silence au litre, où l'on fabrique du comme si pour oublier la vraie vie, et où parfois la vraie vie décide de se venger. Et puis, il y a l'autre personnage majeur, invisible mais omniprésent, l'argent. L'argent qui siffle entre les dents, l'argent qui parle plus fort que la conscience, l'argent qui transforme la mort en opération comptable, le moteur de l'histoire, un projet d'arnaque à l'assurance glacée et méthodique. Elizabeth veut disparaître, Joe veut s'en sortir. Ensemble, ils envisagent la sortie de scène parfaite, une mort simulée, un corps de substitution, une indemnité et rideau. Le plan est assez simple pour avoir l'air génial et assez tordu pour finir par ressembler à leur propre tombe. Mais Thompson ne raconte jamais un crime comme un simple crime. Chez lui, un meurtre est un révélateur chimique. Il fait apparaître sur la photo tout ce que les gens s'étaient appliqués à ne pas voir: le mépris, la faim, la lâcheté, la cupidité, et cette chose très américaine, l'idée que tout s'achète jusqu'au droit d'exister. Avant d'entrer dans la salle, un petit document trouvé dans les poches du roman. Comme un papier gras au fond d'un chapeau, Thompson ouvre, ou presque, avec une histoire de psychologue et de caniche. Ça a l'air anodin, c'est en réalité un avertissement. Le bon sens est souvent une drogue, et la première dose est gratuite. Mais enfin, dit-il, vous venez me voir depuis bientôt 3 ans. Quelle est donc la première chose que vous me dites chaque fois que je vous vois? Le caniche, répondit l'homme. Exact. Et n'est-ce pas le caniche qui a fini par vous apporter une réponse à votre problème? Oui, mais le caniche n'est pas la seule réponse. Traduction. Ne vous accrochez pas à la première explication confortable. Il y en a d'autres. Et elles mordent. Suivre Joe Wilmot, c'est comme suivre un type qui marche au bord du quai avec des chaussures trop grandes. On sait qu'il va tomber. La seule inconnue, c'est l'élégance de la chute. Joe et Elizabeth montent leur scénario. Le plan, pour être crédible, a besoin d'un détail macabre. Un corps. Pas un cadavre au sens moral,
Non, un corps au sens matériel. Une pièce à fournir à l'assurance et à la police. Et ce genre de pièce, on ne l'achète pas chez l'épicier. Alors Thompson fait ce qu'il fait le mieux. Il met la société face à son propre cynisme. Joe cherche une femme vulnérable, une silhouette interchangeable, et il la trouve par un canal qui résume toute l'époque. La petite annonce, c'est sec, c'est banal, c'est presque administratif, exactement comme le mâle, quand il se sent en sécurité. Jeune femme travaux domestiques, à demeure nourrie logée, Madame Barclay Stoneville. Cette femme, c'est Carol Farmer, une employée de maison. Une présence effacée, quelqu'un que le monde regarde à peine. Et c'est précisément pour ça qu'elle devient utile au plan, parce que dans la hiérarchie tacite des vies, certaines disparitions font moins de bruit que d'autres. Voilà une vérité que les sociétés modernes se gardent bien d'afficher sur les panneaux publicitaires. Le plan se met en place. Il y a des lieux, la maison, le garage, le cinéma, les coulisses. Il y a des gestes préparés, surveillés, mentir, répéter, comme au cinéma justement. Et il y a très vite des imprévus. Car Thompson n'écrit pas l'histoire d'un crime réussi. Il écrit l'histoire d'un crime qui contamine tout. À partir du moment où Joe accepte l'idée, le monde se met à changer de texture, les gens deviennent des menaces, les objets deviennent des preuves, les conversations deviennent des interrogatoires déguisés. Et puis arrive le bruit de bottes qu'on n'attend jamais, mais qui finit toujours par entrer dans la pièce, la mécanique économique, un riche industriel. Sol Panzer lorgne sur Stoneville. Il veut bâtir un nouveau complexe, un Pans Palace, qui écraserait les petites affaires locales comme on écrase une cigarette sur le trottoir. C'est la modernité façon bulldozer. Ça promet des sièges plus confortables et ça vous vole votre existence au passage. Joe comprend qu'il est menacé, pas seulement par la police, ni par l'assurance, ni par sa conscience, cette vieille dame qui tousse dans un coin, menacé par un homme qui ne le tuera pas pire, qui le ruinera. Et là, Thompson place un pivot cruel, une idée qui mérite d'être notée au stylo rouge. Le meurtre pourrait ne servir à rien. Imaginez l'absurde salir son âme, risquer la corde, perdre le sommeil, pour finalement découvrir qu'on s'est condamné pour un bénéfice qui n'existera pas. Dans le roman, on le formule avec une brutalité presque comptable. Panzer allait construire de toute façon, en utilisant le plan d'assurance comme prétexte, mais pas comme cause. Joe n'aurait donc gagné qu'un cadavre dans la conscience. À ce stade, vous pourriez croire que le danger principal est la police erreur. La police, chez Thompson, c'est souvent la conséquence. La cause, c'est le marché. Et le marché a des hommes de main, App. Chance entre alors dans la danse, un distributeur, une silhouette de l'ombre, un type qui sait des choses et qui les monnaie. Il apprend à Joe que Panzer a déjà acheté des terrains, qu'il a des connexions et surtout qu'il a le temps. App, comme beaucoup d'intermédiaires, ne vend pas seulement des films, il vend du pouvoir et quand il parle, c'est rarement gratuit. Puis vient Andy Taylor, propriétaire du Bauer Cinéma rival. Il fait ce que font les concurrents intelligents dans une petite ville. Il ne se contente pas de gagner, il veut posséder la défaite de l'autre. Il prend connaissance d'éléments compromettants et il serre la vis, et enfin l'assurance. Parce que dans un roman où l'on joue avec un contrat, le contrat finit toujours par se défendre. Un enquêteur débarque à Appleton. Un homme qui ne parle pas fort, mais qui écoute très bien. Un homme qui ne vous accuse pas. Il vous laisse vous accuser vous-même. Nuance. À partir de là, je marche sur une ligne de crête. Si je vous raconte la fin, je vous vole le plaisir du piège qui se referme. Alors je m'arrête ici, sur l'intrigue pure. Retenez seulement ceci. Thompson construit une machine. Chaque mensonge est un engrenage. Chaque arrangement est une lame. Et quand la machine se met à tourner, elle ne s'arrête pas, parce que vous suppliez. On va maintenant faire ce qu'on fait dans une enquête digne de ce nom. Interroger les thèmes. Pas les symboles de dissertation, non. Les thèmes comme des suspects. On les regarde dans les yeux. On attend qu'ils clignent. 1. Le meurtre comme business plan. Ce roman est l'un des plus cyniques sur ce point.
La mort n'y est pas une tragédie, elle est une ligne budgétaire. C'est glaçant, et c'est précisément pour ça que c'est vrai. À un moment, l'éthique se pointe timidement, comme un voisin qui frappe pour demander si tout va bien. Et la réponse tombe, sèche, définitive, américaine. C'est ça, les affaires. Il nous demandera pas de faire quelque chose de complètement illégal, mais ça, c'est autre chose. Ce dialogue, c'est tout Thompson. La frontière entre légal et moral est une plaisanterie. Les personnages n'ont pas besoin d'être des monstres flamboyants. Ils ont juste besoin d'être des gens qui raisonnent. Et c'est là que le titre devient un couteau. Il dit « Ce ne sera pas un crime passionnel, ni un geste de folie romantique. Ce sera un meurtre. Point. Comme on dit, un achat, une vente, une transaction. » Le livre pousse une idée jusqu'au bout. Dans une société obsédée par la rentabilité, même l'horreur se pense en termes de rendement. 2. La lutte des classes en costume du dimanche. Joe Wilmot n'est pas seulement un criminel potentiel, c'est un transfuge. Il a franchi la barrière sociale par mariage et par travail, et Stoneville ne le lui pardonne pas. Chez Thompson, la petite ville est souvent plus violente que la grande. Elle a moins d'armes, mais elle a plus de jugement. Joe vit dans un monde où le nom Barclay est une monnaie. Elizabeth le sait. Elle le porte comme un parfum cher et parfois comme une arme. Le résumé de l'intrigue insiste sur cette dynamique Elizabeth. Veuve Barclay l'a épousée, lui a donné accès au cinéma, au moins sur le papier, mais conserve la maîtrise symbolique et sociale. Dans la présentation des personnages, on souligne que le cinéma est à son nom, ce qui n'est pas un détail administratif, c'est une leste. Thompson vise ici une hypocrisie ancienne. On adore les self-made men tant qu'ils restent dans les livres de contes. Dans la vraie vie, on les tolère seulement s'ils restent humbles, s'ils ne réclament pas leur part, s'ils s'excusent d'exister. Et c'est pour ça que l'idée du meurtre inutile, au sens économique, est si terrible. Joe ne se condamnerait pas seulement moralement, il se condamnerait socialement pour rien, et dans un monde de classe, pour rien est l'insulte ultime. 3. Le cinéma, cette école du mensonge. Le roman est traversé par une ironie délicieuse. Joe dirige un cinéma. Son métier, c'est de projeter du faux pour que les gens y croient. Et voilà qu'il tente de projeter un faux dans la réalité. Ce n'est pas un hasard si Thompson choisit ce décor. Il sait que la culture populaire, film récit, fournit des scripts aux gens. Le crime devient une imitation, une reproduction. Le personnage de Joe pense en scène, en accessoirisation, en entrées et sorties. Quand il imagine la mort d'Elizabeth ou la substitution, il pense en termes de vraisemblance. Il veut que ça passe. Comme un film médiocre qui espère que le public ne posera pas trop de questions. Sauf qu'ici, le public, c'est l'assurance. Et l'assurance, elle ne rit pas aux mêmes blagues. 4. La modernité comme rouleau compresseur. Panzer, le futur en costume. Sol Panzer est un personnage fascinant parce qu'il n'a presque pas besoin d'apparaître. Il incarne une force, la concentration, la chaîne, la standardisation. Le Pense-Palace n'est pas seulement un cinéma plus grand, c'est un modèle économique qui avale les indépendants. Et Thompson se paie un luxe rare. Il montre que le crime individuel n'est parfois qu'un petit remous dans une violence structurelle plus large. Joe se débat dans sa mare pendant que Panzer détourne la rivière. Ce thème d'ailleurs résonne très bien avec un autre plan de lecture, plus qu'un simple meurtre, où l'on insiste sur l'idée que la cupidité mène à la destruction et que la mort devient au fond un outil 5. Thompson et la pitié interdite. On l'oublie trop, Thompson n'est pas seulement un cynique. Il a de la pitié, mais une pitié étranglée, humiliée, presque honteuse. Parce qu'avoir de la pitié dans un monde de prédateurs, c'est se mettre une cible sur le front. Carol Farmer, la femme recrutée par petite annonce, en est l'exemple parfait. Son existence déjà fragile devient un matériau. Et c'est là que Thompson devient insupportable.
au bon sens du terme. Il nous oblige à voir ce que les personnages veulent effacer. Dans les notes, on parle de Carol comme victime innocente et de la manipulation qui la broie. Et si je devais résumer Thompson en une phrase, il n'excuse rien, mais il explique tout, ce qui est pire parce que ça nous empêche de dormir tranquillement avec nos jugements. Un roman de 1949 sur un propriétaire de cinéma menacé par un gros acteur économique, ça ne sort pas de nulle part. Thompson écrit dans une Amérique où la prospérité se raconte comme un conte, mais où la réalité sent encore la sueur, l'alcool et la dette. 1. 1948-49. Hollywood, Antitrust et la fin d'un monde. Juste avant la parution de Nothing More Than Murder, l'industrie du cinéma américain vit un choc majeur. L'affaire United States versus Paramount Pictures et la logique antitrust qui attaque la verticalité des studios production-distribution salle. Le principe est simple, quand les mêmes mains possèdent tout le marché, ressemble vite à un club privé. Pourquoi c'est intéressant ici ? Parce que Thompson raconte précisément une tension de ce type. Le petit exploitant local face aux grands circuits, aux deals, aux contacts, aux achats de terrain, à la puissance de feu financière. Panzer, c'est la version romanesque de la concentration industrielle, une incarnation de les syndicats, l'envers du décor et le pouvoir du dernier geste. Le cinéma, ce n'est pas seulement des stars, c'est aussi des métiers. Et ces métiers ont leur histoire syndicale, notamment autour des projectionnistes techniciens, travailleurs de l'ombre. L'Alliance des employés techniques du spectacle s'est développée en intégrant entre autres les projectionnistes au fil de l'expansion du cinéma. Dans le roman, la présence d'un agent syndical, Mike Blair, n'est pas un ornement, c'est un rappel que la salle obscure est aussi un lieu de pouvoir. Le projecteur, c'est une machine, mais c'est surtout quelqu'un qui la fait tourner. Et celui qui tient le geste final tient parfois plus qu'il ne croit. 3. Jim Thompson, le regard d'un homme qui a vu la cuisine. Thompson n'écrit pas comme un intellectuel qui surplombe. Il écrit comme quelqu'un qui a traîné ses godasses dans des endroits où l'on ne cite pas Montaigne au dessert. Né en Oklahoma, Anadarko, il aura une trajectoire cabossée et une reconnaissance largement posthume, un destin très thompsonien en soi. Ce détail est essentiel. Thompson connaît l'Amérique des secondes chances ratées, il connaît la honte sociale, l'alcool comme anesthésiant, la violence comme langage de secours. Et quand il écrit un petit patron de cinéma prêt à basculer, ce n'est pas un fantasme, c'est une observation. Autre élément, la redécouverte. Longtemps, Thompson a été un auteur de l'ombre puis remis en lumière par les rééditions et l'intérêt critique. Britannica insiste sur cette renaissance posthume, omnibus réévaluation. Rivage en France a joué un rôle majeur pour installer Thompson dans la bibliothèque noire, sérieuse, celle qui ne rougit plus de lire du polar. 4. Une petite ville, c'est un tribunal permanent. Stoneville, c'est l'Amérique miniature. Une communauté qui observe, qui classe, qui se souvient. Un endroit où les réputations circulent plus vite que les voitures. Thompson adore ce décor parce qu'il est impitoyable. La ville ne tue pas, elle étouffe. Et quand quelqu'un tente de tricher, surtout un nouveau, un pas né d'ici, elle se transforme en meute polie. C'est là au fond que le roman devient plus qu'un polar. Il devient un constat social. Les structures, argent, classe, réputation, économie, fabriquent du crime autant que les passions individuelles. Alors, dossier classé ? Pas tout à fait, parce que un meurtre et rien d'autre fait partie de ces romans qui vous suivent hors de la page. Ce que Thompson réussit ici, c'est un tour de force double. 1. Il raconte une intrigue criminelle avec une efficacité sèche, sans graisse, sans romantisme. 2. Il vous fait avaler une critique sociale au passage, comme un mauvais médicament dans une cuillerée de confiture, sauf que la confiture, chez lui, a un goût de cendre. Le titre est parfait et cruel. Il dit l'essentiel dans ce monde. La mort peut devenir banale,
non pas parce que les gens sont des monstres, mais parce qu'ils sont capables de transformer n'importe quoi en procédure. Et Thompson vous met le nez dedans, avec une ironie qui ne demande jamais pardon. Pour une ouverture de saison, c'est un choix impeccable. On repart sur un roman qui cogne, qui parle du commerce du mensonge, de la respectabilité en carton-pâte. Bref, de tout ce que les gens préfèrent projeter en noir et blanc plutôt que de regarder en face. Je vous laisserai une autre ombre, pas un livre, une bobine. Une histoire où la violence ne vient pas seulement des hommes, mais de l'époque du cadre de la mise en scène. Il y aura des silences qui coupent et un détail de décor qui à lui seul vous dira que ça va mal finir. Vous connaissez la maison Bobard sur Bobine. Je ne vous donne pas le titre, je vous donne rendez-vous. Partagez, abonnez-vous et restez à l'écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Laissez un commentaire, mettez un petit « j'aime », abonnez-vous pour ne rien manquer, ça aide vraiment à faire vivre l'émission. Et si vous voulez aller plus loin, retrouvez l'article complet, les visuels et tout ce qui tourne autour du roman, rendez-vous sur mon site livreetsaveurs.fr. C'est là que tout se passe et vous y trouverez bien plus que ce que j'ai pu dire ici. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau Chronique Noire ou Bobard sur Bobine.